Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 mai 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'ai bien des choses à vous dire. Les idées se bousculent dans ma tête. Il faudrait bien que je fasse un Alain Soral de moi et que j'aille m'asseoir sur mon divan et que je commence à fragmenter les sujets. Mais je vais essayer de faire ça court. De toute façon, je vais vous lire un très très court passage tiré de La Voix d'Edgar Morin. Un passage qui m'apparaît très important. Et je vais vous parler d'un livre que j'ai commandé sur le net, que je vous montre ici à l'écran. 2015, La grande chute de l'immobilier occidental. Alors, écrit par Sylvain Périfel et Philippe Schneider, tous deux appartiennent au groupe LEAP 2020, qui est un think tank d'analyse politique qui font de la prospective à partir de diverses statistiques, des sociologues en quelque sorte, mais des sociologues du futur. Alors, ils tentent, à partir de la réalité statistique, de dégager un portrait du futur sur des points bien précis. Le LIB 20, le LIB 2020, on leur doit, entre autres, d'avoir su prédire la grande crise financière de 2012. Alors, peuvent être assez bons. Évidemment, ils sont orientés idéologiquement. Tous les think tanks sont orientés idéologiquement. Quelqu'un qui s'imagine que l'objectivité existe, ben, franchement, là, il faut qu'ils réfléchissent un peu. Alors, ce que nous disent les auteurs dans cet ouvrage 2015, La grande chute de l'immobilier occidental, c'est que le Canada est dans une bulle immobilière immense, que son marché est surévalué d'environ 50%. Et le propre d'une bulle, ben, c'est de pas voir qu'on est dans une bulle. On est dans une bulle, on réalise qu'on était dans une bulle lorsqu'elle éclate. Avant ça, on est aveuglé. On voit rien. Alors, si je prends juste dans mon quartier, les choses, les condos, les maisons parfois qui sont à vendre, c'est des prix exorbitants. Alors, si on calcule qu'un emprunt d'un condo, on va dire de 300 000 si on calcule que on va mettre 25 ans à le rembourser, avec les intérêts, ça coûte 600 000 Alors, il faut être sacrément optimiste dans l'avenir pour faire un emprunt de 600 000 sur 25 ans. Il faut présumer qu'en 25 ans, rien ne va nous arriver, qu'on ne sera pas malade, qu'on ne perdra pas notre emploi, qu'il n'y aura pas de récession, qu'il n'y aura pas de révolution, qu'il n'y aura pas de crise financière, qu'il n'y aura pas de séparation, qu'on ne tombera pas malade, que notre poste ne sera pas coupé ou celui de notre conjoint, notre compagnon. Alors, il faut vraiment être très optimiste. Et il faut supposer aussi que ce marché-là va toujours monter. Et quand on analyse les cycles de l'immobilier, évidemment, ce n'est pas le cas. Elle me dit pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je pensais à Jean Charest, je pensais à Lucien Bouchard, je pensais à Fortin, à Monique Jérôme Forget, à Joseph Facal, à tous ceux qui ont rédigé la lettre d'appui au gouvernement, les 12, hein, la bande des 12, les 12 apôtres. Ces gens-là, je pense qu'ils en sont venus à confondre leur intérêt personnel avec leur intérêt collectif. Ce qui est bon pour eux est nécessairement bon pour les autres. Ce sont les gardiens de l'ordre établi. Alors je me dis, à ces gens-là, à quoi qu'ils pensent? Eh bien, ces gens-là, à quoi qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils lisent? Bon, j'ai dit par ailleurs que Jean Charest ne lisait que des Robert Ludlum et des Tom Clancy en anglais. C'est vrai, j'ai vu un documentaire il y a à peu près 13-14 ans. Je pense que c'était à Radio-Canada, au téléjournal, sur ce que lisaient nos politiciens. Évidemment, on se rappelle que Lucien Bouchard est un grand admirateur de Proust et de Napoléon. Hein? Sacrée contradiction, mais enfin. Les hommes complexes sont des hommes de contradiction, ça va de soi. Jacques Parizeau est un grand admirateur de Julien Gracq. On a vu dernièrement aussi en commission parlementaire Amir Kadir citer Gatien Lapointe quand il interrogeait Lucien Bouchard. C'est assez plaisant de voir un député citer un poète québécois. Et Jean Charest, lui, pour se détendre, il lisait Tom Clancy et Robert Ludlum. C'est un petit avantage que nous, on possède d'avoir une bibliothèque, c'est qu'on peut dans ces périodes, dans des périodes de crise, de temps trouble,
comme nous préparons à vivre, eh bien, nous pouvons nous tourner vers les grands maîtres du passé, épuiser des forces. Alors, tout ça pour dire, ce matin, j'avais commencé à écrire un texte sur comment pensent nos dirigeants et j'en suis venu à une conclusion provisoire. Eux, ce qu'ils regardent en ce moment, c'est ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Et ils savent que ce qui se passe en Europe, en particulier en Grèce, ça s'en vient. Ça s'en vient au Québec. Ils le savent. Et le mouvement des étudiants, le mouvement insurrectionnel des étudiants, pour eux, préfigure sans doute des troubles sociaux encore plus importants. Ils le savent. Et c'est ici que nous ne devons pas nous décourager. Car le système néolibéral a déclaré la guerre à la démocratie. C'est ma conviction. Quand l'oligarchie va réaliser, puis elle est en train de le réaliser, que la démocratie parlementaire ne sert plus ses intérêts, eh bien, on va assister à des choses assez terribles. Je l'entends déjà, j'écoute parfois des commentateurs boursiers en France qui trouvent que la démocratie n'est pas assez rapide pour les marchés. Et en filigrane, on peut y entendre, ça serait bon qu'on l'abolisse. La démocratie est un handicap pour les affaires. On entend les hommes d'affaires s'enthousiasmer pour le modèle chinois. Ils en rêvent un peu. Et voilà. Alors aussi, j'ai lu, l'autre chose que je voulais vous dire, j'ai lu sur Facebook beaucoup de commentaires de gens découragés par le comportement des policiers. Ben écoutez, vous imaginez quoi, là? Les policiers, là, sont là pour maintenir l'ordre établi. Alors, tout ce qui fait désordre, ben, peut être réprimé. Et peut même être réprimé violemment. Alors, quand vous manifestez, ben, attendez-vous à vous faire tabasser. C'est triste, mais c'est comme ça. Les policiers ne sont pas là pour être aimés. Hein? Autrement, je ne sais pas dans quelle sorte de monde on vivrait. Bon. Mais il ne faut pas se décourager, même s'il y a tout lieu d'être découragé, parce que la guerre que le système néolibéral a déclarée à la démocratie, elle va durer 10 ans, au moins. 10 ans. Alors, il va falloir qu'on retourne souvent dans notre bibliothèque pour retrouver des forces, retrouver notre esprit, retrouver notre enthousiasme. Et c'est pour ça que je vais vous lire un passage de La Voix, un court passage, tiré de l'ouvrage d'Edgar Morin, Sérénité, intensité. Comme l'a justement écrit Patrick Viveret, il faut substituer à l'alternance pernicieuse, dépression, excitation, le couple combinant ou alternant sérénité et intensité. L'alternance, dépression, excitation procède non seulement de cycles internes plus ou moins accentués, mais aussi d'alternance de contretemps, contrariété, stress, ennui et de stimulations diverses, dont celle de l'alcool, des compétitions, des jeux, des divertissements. L'acquisition de la sérénité et l'avènement de l'intensité requiert un cheminement éducatif et ou auto-éducatif qui comporte, écoutez bien cela, l'humanisation de nos pulsions et de nos émotions, c'est-à-dire
la capacité de contenir énervement, rancune, ressentiment, colère, etc. La capacité de se moquer de soi, ainsi que la liberté de faire le clown. Chacun a en soi un clown enfermé qui ne demande qu'à monter sur scène. À preuve d'un peu d'autodérision, un peu d'humour. La dialogique permanente entre raison et passion. Une vie obéissant à une raison glacée perd ses qualités. Une passion sans contrôle rationnel devient délire. Le difficile et nécessaire art de vivre comporte une navigation permanente, aléatoire, comme tout art, sous la double commande antagoniste de la raison et de la passion. Le développement de l'auto-examen et de l'autocritique pour se connaître soi-même et comprendre autrui. La possibilité de forger l'estime de soi par ses actes et son comportement. La préservation d'un temps pour la méditation, aussi bien au sens occidental du terme, réflexion approfondie et sereine, qu'en son sens oriental, faire le vide intérieur, s'oublier pour mieux se retrouver. La désaddiction des intoxications consommationnistes pour mieux retrouver les jouissances de la bonne consommation. L'alternance sobriété-fête, le retour à la sobriété quotidienne doit s'accompagner du retour aux excès et débordements des jours et nuits de fête. La sobriété guérit de la fièvre acheteuse, mais n'interdit pas un achat d'enchantement. Loin de dédaigner la qualité des aliments, elle les appelle. Elle revêt un caractère hédoniste en permettant de retrouver les plaisirs des papilles, alors que l'intoxication consommationniste nous rend esclaves de saveurs artificielles et de désirs superflus. Le temps de la fête brise les normes, les règles, dispense ivresse, effusion, extase, et à ce titre est un temps d'exaltation poétique. La sagesse a besoin de tempérance, mais aussi d'excès. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un peu long, pas mal long même. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, ma librairie, Facebook, le téléphone. Et voilà. Merci, bonne journée.